Nous sommes donc dans le module 1, la troisième partie, analyse de l'électrocardiogramme normal. Et après avoir vérifié les critères de validité, après avoir déterminé qu'est-ce qu'un rythme sinusal régulier et calculé la fréquence cardiaque, nous allons maintenant apprécier, n'est-ce pas, caractériser les différentes ondes et segments. En commençant bien évidemment par l'onde de P, d'accord? L'onde de P, en fait, qui matérialise la dépolarisation, la contraction des oreillettes. Et toute onde devrait être étudiée selon l'acronyme ADAM. A-D-A-M pour amplitude, durée, axe, morphologie. Alors, l'amplitude de l'onde P normale doit être entre 0,5 et 2,5 dixièmes de millivolts. Je rappelle ici que un petit carreau, en fait, en abscisse, en ordonnée, correspond à 1 dixième de millivolts et en abscisse correspond donc en durée à 4 centièmes de seconde. Donc l'amplitude étant en ordonnée, donc entre 0,5 et 2,5 dixièmes de millivolts, la durée ne doit pas excéder 10 centièmes de seconde. L'axe n'est pas très important concernant l'onde P. La morphologie doit être appréciée en D2 et en V1. En D2, on doit avoir une onde P qui est arrondie et positive. Tandis qu'en V1, elle doit être diphadique, c'est-à-dire que la première partie doit être positive et la deuxième partie doit être négative. Le seul livre existant qui vous parle de la prise en charge de l'hypertension artérielle sur le sujet noir africain, selon les recommandations africaines et internationales. Des notions fondamentales aux avancées les plus récentes. 15 000 francs CFA en Afrique de l'Ouest et centrale, 30 € en Occident. Livraison rapide, disponible partout dans le monde en français et anglais. Indispensable pour les étudiants en médecine de la première à l'année de thèse. Médecin généraliste, résident en cardiologie, médecin du travail, infirmier. 7 bonus inédits. ECG, MAPA, nutrition africaine, anti-HTA et autres surprises. Plus de 120 références bibliographiques. Faites la différence dans la vie de vos patients en leur proposant une prise en charge contextualisée à l'environnement africain. Commandez maintenant, soit en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo ou en contactant directement sur WhatsApp le plus 237 695 91 45 11. Alors, une petite application du tac au tac. Selon vous, parmi ces 4 images, sur laquelle est-ce que nous avons une onde P normale? Donc, je vous invite à mettre pause, réfléchir et revenir donc pour la correction. Donc, correction. Sur l'image A, quand on regarde l'onde P, on se rend compte qu'elle a une morphologie en double bosse. On parle encore d'onde P bifide. Ce n'est pas du tout la caractéristique d'onde P arrondie. D'autre part, la durée est allongée. Vous voyez que on compte donc 1, 2, 3 et même 3,5, donc petit carreau. C'est-à-dire que si on fait ne serait-ce que 3 fois 4, ça fait 12 centièmes de seconde, donc ce qui est au-delà des 10 centièmes de seconde. Au niveau de l'image D, on se rend compte que l'onde P est négative. Donc d'emblée, ce n'est pas une onde P normale, sauf si nous sommes en AVR, comme on l'a vu tantôt. Quand on a vu que dans les caractéristiques de du rythme sinusal, l'onde P doit être normale en D2, D3, AVF et négative en AVR. Or, ici, on est bien en D2, onde P négative, ce n'est pas normal. Ici, quand on regarde l'onde P, elle est bien positive. Sa durée aussi est normale puisqu'on est à 4 fois 2, 8 centièmes de seconde. Mais quand on regarde la morphologie, ce n'est pas une morphologie arrondie. Elle est même plutôt triangulaire. Donc, ce n'est pas une onde P normale. Donc, vous voyez qu'en fait, les caractéristiques de l'onde P, la morphologie ne doit pas être mise de côté. Et enfin, quand on regarde l'image C, là, nous avons une onde P qui est positive avec un sommet arrondi et une durée autour de 8 centièmes de seconde, une amplitude aussi qui est normale, c'est-à-dire 1 dixième de millivolt. Je reviens rapidement sur l'image B. Ici,
l'amplitude était de 3 dixièmes de millivolts. Donc, on a largement dépassé les 2,5 dixièmes de millivolts. Donc, même l'amplitude disqualifie la normalité de cette onde de B. Donc, on retiendra ici réponse C. Après avoir étudié l'onde P, nous allons regarder l'intervalle PR, donc qui correspond à la conduction auriculo-ventriculaire, qui débute ici, début de l'onde P jusqu'au début du QRS. Cet intervalle PR doit répondre à 2 caractéristiques précises. Premièrement, la durée doit être entre 12 et 20 centièmes de seconde. Donc, si on a moins 12 centièmes de seconde, ce n'est pas normal. Si on est au-delà des 20 centièmes de seconde, ce n'est pas normal. D'accord? Deuxièmement, c'est un intervalle ou bien le segment PQ doit être isoélectrique. Comme vous le voyez, l'intervalle PR est constitué premièrement de l'onde P et deuxièmement de cette partie-ci qu'on appelle le segment PQ, fin de l'onde P, début de l'onde Q. Et ce segment PQ doit être isoélectrique. Isoélectrique, ça veut dire quoi? À la même hauteur que le segment TP. Donc, fin de l'onde T, début de l'onde P. Donc, comme on voit ici, c'est bien un segment PQ qui est isoélectrique. Alors, sur cette image, selon vous, où est-ce que l'intervalle PR est normal? Pause, réflexion et correction. Ici, à l'image A, quelque chose saute aux yeux, c'est que l'intervalle PR a l'air vraiment allongé. Alors, nous n'allons pas seulement nous baser sur des impressions, mais nous allons calculer. Début de l'onde P, début du QRS, et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 4, 32. 32 centièmes de seconde. On est largement au-delà des 20 centièmes de seconde. On a un intervalle PR allongé. Au niveau de l'image B, on a bel et bien dans notre onde P, notre segment PQ, mais ce segment PQ, il est sous-décalé. Donc, ici, on a le segment TP, donc fin de l'onde T, début de l'onde P, donc c'est notre ligne isoélectrique de référence. Et on voit bien que ce segment PQ est en deçà de cette ligne isoélectrique. Donc, on parle de sous-décalage du segment PQ. Donc, l'intervalle PR ici n'est pas normal. Quand on regarde ici à l'image D, on se rend compte que si on calcule l'intervalle PR, donc début de l'onde P, début du QRS, on est à peine à 2 petits chaos, c'est-à-dire 8 centièmes de seconde. Donc, l'intervalle PR est plutôt court ici. Par contre, ici, quand on regarde bien, début de l'onde P, début du QRS, et on compte 1, 2, 3, donc 12 centièmes de seconde. En plus de ça, le segment PQ est isoélectrique, donc on a un intervalle PR au niveau de l'image C. Après l'intervalle PR, nous allons donc maintenant étudier le complexe QRS. Et je vous ai dit tantôt que chaque onde, chaque complexe doit être apprécié, doit être étudié selon l'acronyme ADAM, amplitude, durée, axe, morphologie. Alors, l'amplitude du QRS est variable selon des dérivations. La durée, le complexe QRS habituellement est fin. Donc, cette durée ne doit pas excéder 10 centièmes de seconde. L'axe du QRS, en fait, c'est l'axe du cœur tel que nous l'avons décrit et apprécié dans la précédente vidéo. La morphologie du QRS, en fait, le QRS, comme on l'a dit, il est fin et doit être triangulaire à sommet supérieur. D'accord? Le complexe transitionnel et le calcul des indices de surcharge, nous allons y revenir tout de suite. Ce sont des notions très importantes. Alors, le complexe transitionnel, on a vu précédemment que normalement, le QRS doit varier de morphologie de V1 à D6. En V1, on doit avoir une petite onde R et une grande onde S. Et en V6, une grande onde R, une petite onde S. Et cela doit se traduire donc de V1 à V6 par des modifications progressives de la morphologie de ce rapport RS. Alors, le complexe transitionnel, c'est le complexe à partir duquel on quitte petit r grand S à grand R petit s. Donc, à quel moment est-ce qu'on a cette bascule-là? C'est ça qui définit le complexe transitionnel. Si on regarde ici on a petit r grand S. À chaque fois, donc, en fait, R doit être plus petit que S, donc R plus petit que S. Ici, pareil, R plus petit que S. Et là, on a R et S qui ont
la même amplitude. Je compte ici en S 2 carreaux et demi, en R 2 carreaux et demi, donc, et à partir de V5, on a R plus grand que S. Donc, le complexe transitionnel serait défini ici en V4. Voilà. Donc, quand le complexe transitionnel est entre V3 et V4, nous pouvons calculer les indices de surcharge. Alors, nous allons revenir sur les indices de surcharge. Interrogeons-nous d'abord sur ces complexes QRS. Lequel, selon vous, est normal? Réflexion, pause et conclusion. Vous avez le droit vraiment de mettre pause littéralement pour mieux apprécier. Commençons d'abord par l'image D. L'image D, je pense que ça saute à l'œil que la morphologie habituelle que l'on vient de vous enseigner n'est pas du tout respectée. Donc ici, il n'y a pas de QRS normal. Au niveau de l'image B, pareil, on a dit que le QRS, en fait, c'est une première déflexion négative, une onde positive et une deuxième déflexion négative. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. On a plutôt l'image inversée. Donc, QRS anormal ici. Ici, en effet, la morphologie semble être respectée. Petite onde Q négative, grande onde R positive et deuxième onde après l'onde R qui est négative, donc qui correspond à l'onde S. Par contre, on nous a bien fait comprendre que la durée ne doit pas excéder 10 centièmes de seconde. Donc, au-delà de 2 petits carreaux et demi, voilà, on n'est plus dans la durée normale. Alors que ici, on est à 1, 2, 3, 4, 4 et demi. Donc, on est à peu près à 16 centièmes de seconde, un peu plus de 16 centièmes de seconde. Donc, là, on a une durée qui est vraiment élargie. Le QRS est donc considéré comme étant anormal. Maintenant, au niveau de l'image A, on a plusieurs types de QRS. On a 2 types. On a ce type de QRS-là que nous venons d'étudier, donc QRS large. Et on a les QRS fins, d'accord, qui répondent véritablement à la description que nous avons faite. Donc, l'image A sera retenue comme étant la réponse. Et cela nous permet aussi de comprendre que sur un même électrocardiogramme, on peut avoir une association de QRS normal et de QRS anormal. Maintenant, les indices de surcharge, alors, sont définis à partir du complexe transitionnel. Donc, dès lors qu'on a un complexe transitionnel qui est normal, qui est compris entre V3 et V4, nous pouvons calculer sereinement les indices de surcharge selon les formules que je viens de définir. Et ces indices-là permettent en fait de rechercher les hypertrophies ventriculaires. Donc, il y en a plusieurs. Le Sokolov-Lyon qui additionne en fait l'onde S en V1 plus l'onde R en V5. Donc, si cette somme est inférieure ou égale à 35 mm, on a un Sokolov-Lyon, un indice de Sokolov-Lyon qui est normal. Si c'est à partir de 36 mm, on est en face d'une hypertrophie ventriculaire gauche. OK. Deuxième critère, deuxième indice, c'est l'indice de Cornell qui doit être apprécié à la fois sur les dérivations précordiales avec V3 et aussi sur les dérivations périphériques avec AVL. Bon, malheureusement, on n'a pas AVL ici, mais retenez que si on fait la somme de l'amplitude de l'onde R en AVL plus l'amplitude de l'onde S en V3, si on a 20 mm chez l'homme, c'est normal. Si on a 28 mm chez la femme, c'est normal. Nous allons ensuite aller au niveau de l'indice de Lewis. L'indice de Lewis, en fait, qui est calculé uniquement sur les dérivations périphériques avec les dérivations D1 et D3. Donc, on calcule l'amplitude de l'onde R en D1, moins R en D3, plus l'amplitude de l'onde S en D3, moins S en D1. Donc, si le chiffre retrouvé est entre moins 14 mm et plus 17, on a l'indice de Lewis normal. Si on a moins de moins 14, c'est-à-dire moins 15, moins 10, moins 16, moins 17, etc., on est dans une hypertrophie ventriculaire droite. Si on a plus 18, plus 19, plus 20, etc., on est plutôt dans une hypertrophie ventriculaire rouge. L'indice de Heller-Voulondeux-Lenègre est évalué notamment chez les sujets jeunes de moins de 25 ans et permet aussi de rechercher une hypertrophie ventriculaire gauche. Après le QRS, nous avons donc le segment ST, donc fin de l'onde de S, début de l'onde de T, qui permet donc d'évaluer le début de la repolarisation ventriculaire.
Et ce segment ST-là, on recherchera une seule caractéristique, il doit être isoélectrique. C'est-à-dire, il doit être aligné au segment TP. Donc, voilà. Donc, ils sont sur la même ligne, donc c'est bon. L'onde de T, maintenant, donc qui correspond donc à la repolarisation ventriculaire. L'onde de T a plusieurs caractéristiques. Donc, Adam, pareil, amplitude, durée, axe, morphologie. L'axe de l'onde de T ne nous intéresse pas ici. L'amplitude, l'onde de T, normalement, doit faire moins de 25% de l'onde R correspondante. Elle doit être inférieure au quart de l'onde R correspondante. La durée, elle doit être autour de 20 centièmes de seconde. Et la morphologie, très important, la morphologie de l'onde de T normale est asymétrique. On a une pente ascendante qui est douce, lente, et une pente descendante qui est abrupte, qui est raide. Voilà. D'ailleurs, l'onde de T doit être négative en AVR et normalement négative en AVR. Donc, je vous laisse ici apprécier la repolarisation ventriculaire avec le segment ST et l'onde de T. Alors, au niveau de l'image A, on a un segment ST ici qui est dit sus-décalé. Bon, il y a un sus-décalage. Le segment ST est surélevé par rapport à l'intervalle TP. Donc, on parle ici de sus-décalage du segment ST. Ici, à contrario, à l'image B, on a plutôt un sous-décalage. Donc, voici le segment TP ici. Donc, il y a un sous-décalage par rapport au segment TP, donc sous-décalage du segment ST. Ici, on a bien sûr le segment ST, il est normal. D'accord, il est bien isoélectrique. D'accord, mais l'amplitude de l'onde de T est vraiment très importante, trop importante. Elle est largement supérieure au quart de l'onde R correspondante. Ici, je voulais souligner aussi que l'onde de T est négative. D'accord, donc ça, c'est un fait important. Ici, à l'image C, on a une onde de T négative qui est anormale. Donc, c'est l'image D qui remplit les critères qui est juste en fait, c'est-à-dire que on a d'abord un segment ST qui est isoélectrique, ok, qu'on le compare par rapport au segment TP. On a une onde R qui répond à la morphologie normale, c'est-à-dire pente ascendante lente, douce, et pente descendante abrupte, dont la symétrie est respectée. Voilà, ici, on avait plutôt une onde de T qui est même, non seulement elle est ample, mais elle est symétrique, ce qui n'est pas normal. À présent, nous allons passer rapidement sur l'espace QT. L'espace QT, en fait, il correspond à la systole électrique, début du QRS, fin de onde de T, et qui doit mesurer normalement entre 350 et 420 millisecondes et qui est calculé selon la formule de Bazet, donc QT mesuré, multiplié par la racine de la fréquence cardiaque. Donc, en conclusion, voilà un peu le tableau récapitulatif qui vraiment vous devez le mémoriser et qui va vous servir de ligne directrice dans l'interprétation de vos électrocardiogrammes. Donc, nous retiendrons que c'est vraiment un examen indispensable pour explorer l'activité cardiaque et il est important, n'est-ce pas, de procéder à une analyse méthodologique et rigoureuse des différentes ondes et segments. Pourquoi? Ben parce que le diagnostic se pose au millimètre près. Je vous remercie.